c'est une douleur, mais tellement différente de tout ce qu'on peut connaître. Même si moi j'ai été déchirée, je spoil un petit peu, mais j'ai eu des points. J'ai eu une hémorragie suite à l'accouchement, c'est-à-dire qu'en fait il y avait un bout du placenta qui n'était pas décollé, donc je me vidais de mon sang un petit peu. Et en fait moi, il m'a recousu. Mais anesthésie? Non, il m'a recousu comme ça. Et par contre, en fait il a dû, alors attention, âme sensible s'abstenir, mais ma vie, c'est horrible à dire, mais ma vie commence maintenant. Ouais, c'est abusé. Mais alors ça veut dire peut-être que ma vie, elle n'existe pas tant que j'ai pas eu d'enfant? Peut-être que tu n'as pas encore de but. Ça craint ce qu'elle dit, hein, parce que là, en plus, elle whippine tout, si je peux me permettre. Elle quoi? Déjà, à dire, je lui refais manger son vomi, enfin, je veux dire, un enfant de 3 ans, les gens voient beaucoup les enfants comme des petites personnes machiavéliques. Alors moi, quand je parle d'éducation positive bienveillante, normalement, c'est censé être l'éducation normale, hein. Et c'est une forme, pour moi, de discrimination un petit peu. De refuser un enfant dans un endroit public, mais l'allaitement, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé. Si tu es prêt à dire à ta femme ça, donc à remettre en question le meilleur pour ton bébé, parce qu'elle va avoir des gants de toilette, mais c'est une catastrophe. Autant ne pas faire d'enfant, si je peux me permettre. Bonjour Léna Vivas. Salut! Est-ce que Léna Vivas est pleine de vitalité? Ah oui, très vivace. Ben alors, parce que tu as commencé sur les réseaux sociaux, c'était Musical.ly, c'était pas TikTok? Non, Musical.ly. À l'époque, tu faisais des challenges. Des petits playback. Ouais, tu parlais streetwear en mode sneakers. Ouais. Et t'es passé des sneakers à Miu Miu. Oh oui, j'ai un peu upgrade. Un peu upgrade. Elles sont très jolies. Merci beaucoup. Bienvenue en tout cas Léna Vivas en interview en toute éducation. On va parler éducation parce que tu es devenue maman. Alors, tu as 29 ans aujourd'hui. Déjà, hein, Déjà. ça passe vite. Hein. Oui. T'as peur? Oui, un peu, et toi? Beaucoup. Mais par contre, j'ai pas encore d'enfant. Non. Toi, tu as un petit garçon qui s'appelle Ezio. Il a 18 mois aujourd'hui. C'était un projet de vie pour toi, Léna, de devenir maman? Pas du tout. Ah. Non, c'est-à-dire que moi, étant enfant, j'ai jamais eu le désir de devenir maman. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré, on dit, la bonne personne qui m'a donné envie d'avoir un enfant. Mais comment tu as pu changer si radicalement? Parce qu'en fait, je sais pas, on grandit. Franchement, j'ai jamais été attirée par la maternité, par les bébés. Je dis pas que j'aimais pas les bébés, mais que voilà, ça ne m'attirait pas du tout. Et en fait, quand on est amoureux et tout, on se pose des questions. On se dit pourquoi pas, avec lui, j'ai envie. Et donc du coup, j'ai rencontré Benjos, mon chéri, en 2019. Ouais. Et je suis tombée très rapidement enceinte. Vous êtes toujours ensemble? Oui. 4 mois après, je suis tombée enceinte. J'ai fait une mole partielle, donc c'est, on va dire, une fausse couche, entre guillemets. C'est très rare comme cas. Au bout de 2 mois et demi de grossesse, en fait, il n'y avait plus de cœur. Voilà. À l'échographie, en fait, il n'y avait plus de cœur. Donc, alors là, attention. Oui, mais alors, en déjà, 2019. comment tu as appris en 2019 que tu étais enceinte? Ah, oula. Alors là, en fait, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble et j'ai changé de pilule. J'ai changé de contraception, pardon. Et en fait, je suis tombée enceinte entre-temps. J'ai fait un test de grossesse, comme ça, parce que j'avais plus de règles, évidemment. Et là, donc on était contents, hein. On était contents. Ouais, mais surpris, j'imagine, quand Mais même. très surpris, c'était très rapide, même si on était très amoureux. Déjà, voilà, c'était le grand amour, coup de foudre. La question de le garder se pose pas? Non. Franchement, on était OK. On s'est dit, allez, let's go. Nouvelle aventure. Ok, tu voyais en lui un bon futur père. Voilà, j'avais 24 ans à l'époque. Ouais. Et en fait, à l'échographie du premier trimestre, pas de cœur. Donc du coup, curetage. Curetage, c'est une opération où on enlève l'embryon. D'accord. Au bout de 2 mois et demi, c'était dur. Ça, déjà, quelle est ta réaction quand tu découvres qu'on n'entend pas le cœur du bébé? Là, ça a été... En fait, comme je te disais, j'ai jamais rêvé d'être maman. Et en fait, pendant ces 2 mois-là de grossesse, je me faisais à l'idée d'être maman. Et je commençais à me plaire à cette idée-là. Dans cette projection. Voilà, dans cette projection, je commençais à regarder des vidéos, à m'intéresser, à vraiment avoir envie de devenir maman, finalement. Et ça a été une désillusion totale. Vraiment, je l'ai très mal vécu. C'était horrible. Je suis passée vraiment du blanc au noir, quoi. Complètement. Et donc, du coup, ça a été dur. Et en fait, je voulais plus entendre parler d'enfants. Je voulais plus du tout réessayer de tomber enceinte parce que là, on parle de ma première grossesse. C'est vrai que... ça veut dire que vous faisiez attention avec ton chéri de ne plus prendre de risques? Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que, en fait, de base, je voulais pas tomber enceinte. C'était vraiment pas un accident, mais voilà, le destin, moi, j'appelle ça. Donc, du coup,
j'ai repris une contraception, en fait, j'ai repris la pilule. Voilà. Et je voulais plus entendre parler de grossesse. Ça m'avait un petit peu dégoûtée, complètement. Et du coup, en 2023, je change encore une fois de contraception. Donc là, en fait, j'ai du mal avec la pilule. Voilà, la pilule, ça me va pas. Mais en vrai, comme beaucoup de femmes. Comme beaucoup de femmes, c'est bon pour personne. Et on n'en parle pas assez. Non, on n'en parle pas assez. À part les femmes qui font de l'endométriose, qui soulagent, ça soulage les douleurs. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, que c'est une catastrophe pour certaines femmes. Et donc, du coup, je retombe enceinte. Donc, cette fois-ci, voilà, le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts, je suis... Les changements de pilule ne te vont pas. Ah non, 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 moi catastrophe. Mais du coup, je retombe enceinte. Et là, par contre, c'est la frayeur. C'est la peur. Parce que tu es encore marqué par l'épisode de 2019. C'est ça, beaucoup de stress. Et oui. Surtout que j'apprends qu'en fait, je suis à Orlando, à Disneyland. Ouais. Je fais les attractions, Universal Studios, attractions, Grand 8. States. Voilà, aux States. Et en fait, je rentre chez moi et mes règles sont bizarres. Et puis j'apprends qu'en fait, ça faisait 1 mois et quelques que j'étais enceinte, du coup. Et que le petit fœtus a fait des loopings, voilà. Donc déjà, pas très rassurée. J'en parle à personne. Je ne le dis pas à mon chéri. Sur le coup, quand j'apprends que je suis enceinte. D'accord, pendant combien de temps tu le gardes pour toi? Alors, je l'ai gardé pour moi pendant 2 mois et quelques. Hein? Ouais. Oh, c'est long. Oui. C'est dur. Oui. Mais tu sais, j'avais peur de le décevoir encore une fois. Enfin, même si voilà, c'est nul dit comme ça, mais c'est vrai que j'avais peur de lui redonner cette désillusion qu'on avait eue, cette souffrance en fait. J'attendais en fait, je sais pas ce que j'attendais, mais d'être sûre, même si on n'est jamais sûr. Bien sûr, mais résultat, tu te l'as infligée toute seule cette souffrance. Ouais, toute seule, ouais. Bah après, voilà. Même pas une amie à qui tu l'as partagée? Non, personne. Personne. Justement, en fait, ça m'a pas traumatisée, mais quand je l'ai annoncé à plusieurs copines la première fois, et devoir dire à chaque personne, bon, je l'ai perdu, voilà, c'était horrible. Ah oui, c'était trop douloureux. Voilà, donc je l'ai vraiment gardé pour moi, ni à ma mère, ni à ma personne. On était au courant, sauf moi. Et donc j'ai attendu, j'ai fait des examens toute seule de mon côté, j'ai découvert une super gynécologue qui m'a trop bien accompagnée. Mais il l'a pas senti, ton chéri, pendant 2 mois et demi? J'étais un petit peu énervée, un peu à fleur de peau. Tu bois de l'alcool en temps normal? Ok, donc ça, il n'a pas pu trouver un truc bizarre par rapport à ça? Non, voilà. T'as pas donné l'excuse de la cystite? Voilà, non. Non, ça va, j'avais de la chance, je ne bois pas. Ok, mais il te trouvait un peu chelou? Ben oui, j'étais très énervée, surtout qu'en fait, pourquoi j'étais angoissée, stressée? Parce qu'en fait, j'avais des petites pertes de sang. Ça peut arriver, en fait, en début de grossesse, d'avoir du vieux sang. Donc du sang, désolé, hein, mais noir, quoi. Ouais. Pas vif. Et c'est des petites pertes que tu as, en fait, le temps que ça se mette en place, l'utérus. D'accord. Voilà. Donc j'étais comme ça. J'allais voir la gynécologue, elle m'a rassurée, on faisait des échographies. Et c'est en fait quand j'ai su, à l'échographie du premier trimestre, que tout se passait bien. Tout était viable. Tout était viable, même si on n'est jamais sûr, que je l'ai annoncé en sortant de la gynécologue à mon chéri. Mais alors comment il l'a pris? En fait, c'est ça qui est dur, c'est que la première fois, c'était waouh, presque les larmes, etc. Et là, on verra. Et parce que lui, il n'avait pas passé la même étape que toi. C'est ça. Donc déjà, il était là, mais attends, tu m'as caché pendant un moment que tu étais enceinte et tout. Bon, il a pas du tout mal pris, il a compris. Mais du coup, c'est vrai que c'était pas l'enthousiasme, c'était sur la retenue. Alors comment vous la vivez, cette grossesse, une fois que ton chéri, il est au courant que vous allez avoir un bébé? Écoute, stressé. On attend chaque échographie avec impatience. Moi, je ne réalise pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, je suis enceinte sur le papier, mais moi, dans ma tête, bon, on verra. Donc du coup, déjà, on ne le dit pas à nos parents. Enfin, vraiment, on a attendu, je pense, 6 mois, 5 mois à notre famille et 6 mois pour l'annoncer sur les réseaux sociaux. Tu voulais être sûr de sûr? Je voulais être sûre de sûr, même si on n'est jamais sûr, comme je dis. On n'est jamais sûr, mais tu voulais tout maximiser. Je voulais vraiment éviter. En plus, moi, je crois un peu au mauvais œil, tout ça. Donc, voilà, loin de moi. Et donc, j'ai attendu 6 mois. Et on la vit quand même. Moi, je suis quelqu'un de pas du tout stressé, angoissé de base. Mais là, du coup, c'est vrai que tout me fait peur. Tout me fait peur par rapport à lui, quoi. Même si je sais pas encore que c'est un petit garçon, mais on la vit bien. Franchement, moi, je kiffe ma vie. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de diabète. Mis à part ton stress, ta grossesse, tu la vis plutôt bien. Très bien, mais je ne réalise toujours pas. J'avoue que les premiers coups, ça a été waouh. Là, ok, il y a quelque chose dans mon bidou, quoi. Presque, t'as été rassurée. Oui, alors là, oui. Oui. Et en fait, c'était hyper rassurant parce que du coup, je le titillais toujours un peu pour qu'il bouge déjà.
toujours là. Ouais, est-ce que t'as le cœur qui bat? Si tu es là, fais-moi un signe. C'est ça, vraiment, exactement ça. Donc ouais, non, franchement, on vit une grossesse cool. On emménage, en fait, j'ai fait construire ma maison pendant ce temps-là. Et on emménage, en fait, le jour du terme. Donc un peu stressant quand même. Et il est arrivé J plus 6. J plus 6, donc après les 9 mois. Après les 9 mois, voilà. D'accord, il voulait pas sortir tout Il de ne suite. voulait pas sortir. Et moi, je voulais un petit scorpion. Parce que du coup, il est scorpion. Il est arrivé le 28 octobre, mais je voulais qu'il soit scorpion. Donc en fait, comme si mon corps, enfin, entre guillemets, c'est nul de dire ça, mais Mais c'est inconscient. voilà, c'est inconscient. Et aussi, je voulais être bien dans ma maison, avoir emménagé. Et finalement, en fait, une fois que j'ai relâché un peu la pression. Tu penses, Léna, que la pensée d'une future maman, d'une femme enceinte, elle influe sur ce qui peut se passer au cours de la grossesse? Ah, moi, j'y crois. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête aussi. Après, évidemment, qu'il y a des soucis qui peuvent arriver autres. Mais c'est vrai que oui, moi, j'y crois beaucoup. Ton ventre, il avait poussé rapidement? Ben justement, tant que je ne l'avais pas annoncé, c'était quand même assez discret. Une fois que je l'ai annoncé, bon, comme si je m'étais relâchée et là... Dès que tu l'as annoncé, quoi? Dès que je Presque l'ai annoncé, instantanément. c'est ça, vraiment. Et t'as pris beaucoup de poids? Alors, moi, pendant ma grossesse, faut savoir que c'est un peu tout ou rien. J'étais beaucoup à fond dans la musculation avant, la diète, enfin vraiment l'alimentation équilibrée et tutti quanti. Et là, vu que j'avais des douleurs au dos, je ne pratiquais plus trop le sport, bah, en fait, allez, on va manger. Et j'avais un appétit de dingue. Donc, je mangeais des gros fast-food à 4 heures. Donc, j'ai pris du poids. J'ai pris énormément de poids, enfin énormément de poids. Parce que t'as choisi de te laisser aller ou parce que t'as véritablement la faim qui est décuplée quand t'es enceinte? J'ai un peu déconné. Je me suis un peu laissée aller, c'est vrai. T'as profité de cet état? C'est ça, vraiment. Bah t'as raison. Oui, je sais, ouais. Je crois que j'aurais fait pareil. On a l'excuse. Oui. Et l'être humain est un homme d'excuses. Exactement. Faut trouver des petites excuses et se faire plaisir. Et le chéri, il a grossi aussi? Eh ben non, lui c'était fit. C'est après qu'il a fait une couvade. C'est à l'accouchement. T'as dû acheter. Grave, enfin, on est ensemble. Comment il se passe justement cet accouchement? T'accouches par voie basse, par césarienne? Comment tu te prépares aussi à ça? Alors voilà, moi c'est vrai que j'ai pas de regrets, mais avec du recul, j'aurais aimé être plus préparée. J'étais un petit peu, allez, on vit le jour, comme d'habitude, de toute façon, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. On verra comment ça se passe. J'ai pas de projet de naissance. One again, beast to fly. Hop, j'arrive à la maternité, donc je perds les os. J'ai des contractions déjà avant chez moi, je le sens. Très douloureux. Et donc, je me prépare pas vraiment. Les contractions, ça fait plus mal que l'accouchement? Oh là là. C'est totalement différent. En fait, les contractions, tu vois, dans ma vie, je me suis cassé beaucoup de choses. Ouais. Vraiment, le nez, la clavicule, enfin bref, beaucoup de choses. Mais c'est une douleur, mais tellement différente de tout ce qu'on peut connaître. C'est vraiment une douleur de règles multipliée par 1000. C'est-à-dire, tant que tu l'as pas connue, cette douleur, tu peux pas savoir ce Je peux qu'elle pas fait. savoir ce qu'elle fait. Franchement, c'est comme si... Après, chaque femme est différente. Moi, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai vécu. Comme si, je te jure, on te mettait des petits coups de poignard dans le ventre. Même si, bon, j'ai pas pris des coups de poignard, Donc, mais... t'avais l'impression d'être dans Scream, quoi. Ah ouais, voilà. C'était abominable. Vraiment, j'ai pas du tout su gérer aussi la douleur, parce qu'on t'apprend, hein, normalement, tu peux faire des cours d'accouchement où on t'apprend la... Moi, je crois que je hurlerais. C'est sûr. Non, mais c'est vrai que franchement, c'était costaud. Et j'ai quand même essayé de faire des petits tips, manger des sucettes, tu sais, comme si ça détendait un petit peu, mais bon, Ça pas marche trop pas. marché. Respiration, alors là, impossible. J'ai commencé à paniquer, on est arrivé là-bas, et là, ça s'est vraiment enchaîné, quoi. La douleur, elle s'amplifiait. Et tu le sens le temps passer jusqu'à l'accouchement? Parce que, en moyenne, un premier accouchement, c'est entre 10 heures et quelques, quoi. Ouais. Donc oui, tu as le temps de sentir chacune des contractions, parce qu'il faut savoir que les contractions, c'est, si je dis pas de bêtises, toutes les 2 minutes. C'est horrible. Ah oui. Mais ça veut dire que t'as que 2 minutes de répit? Ah oui, mais même pas, je crois, je sais plus exactement, mais très peu de répit. Tu as très peu de répit. Et après, la douleur de la contraction Elle dure revient. combien de temps? Je dirais 40 secondes. Pardon, 40, ouais. Ah, faut les passer, hein. Ah ouais, faut les passer. Ah non, vraiment, c'est horrible. Franchement, c'est la pire douleur de ma vie. Donc, la contraction, désolé, mais c'est pour moi, pour comprendre, Non. moi qui ne vivrai jamais ça, est-ce qu'on peut dire, est-ce que
pour ton cas qu'elle fait plus mal que le moment où le bébé sort. Oui, même si moi j'ai été déchirée, je spoil un petit peu, mais j'ai eu des points. Oui, ma mère aussi. Plein de monde. Hein. Et le truc, c'est que oui. Parce qu'en fait, les contractions, c'est à 10 heures de contraction. C'est abominable. Le temps est tellement long. Je veux dire, tu souffres en permanence. Et en plus, pendant l'accouchement, tu as encore des contractions. Donc le bébé passe, ok, ça fait mal sur le coup, mais voilà, c'est fini, c'est fait. Tu le sens passer? Ah oui. On le sent passer le bébé? Ça dépend. Alors encore une fois, ça dépend les femmes. Moi, j'ai pris la péridurale, mais en fait, la péridurale, elle m'a soulagée les premières heures, quelques temps, mais après, j'ai tout senti. J'ai tout senti. Et tant mieux parce que c'est vrai que tu arrives à pousser. En fait, il faut que tu pousses lors des contractions, donc là où tu as le plus mal. Et donc, du coup, ça te permet vraiment de sentir ton bébé qui sort, quoi. Et alors, moi, ma mère, elle me raconte ça chaque année à mon anniversaire. Elle me dit, t'étais tellement un gros bébé, je faisais 4,6 kg. 4,6 kg 58 cm. Oh my God. C'est énorme. Elle m'a toujours raconté, elle me le raconte chaque année à mon anniversaire. Ah, à cause de toi, j'ai eu une épisiotomie, j'ai été recousu. Ah non, mais ça, c'est un step au-dessus, l'épisio. Ah bon? Ah oui, parce que l'épisio, c'est littéralement une déchirure, mais entre je crois, et la... Ah bah pardon maman, j'avais jamais eu les Ou alors détails, non, merci pardon. Léna. Désolée, mais non, je crois que... Alors peut-être qu'ils ont dû couper, peut-être, l'épisio. Mais en tout cas, ce que Oui. je sais, c'est qu'elle a eu de la rééducation après, et qu'après, même quand elle riait, elle se faisait pipi dessus. Ben oui. Ah non, mais oui, mais ça, je te rassure. Hein. Voilà, mais je ne savais pas véritablement, et j'avoue que j'ai jamais osé lui poser la question, de lui dire, mais ça consiste, c'est quoi en fait une déchirure? Pourquoi je t'ai déchiré? Tu vois, je sais pas. Ben parce qu'en fait, alors déjà, la façon dont on accouche, c'est pas très physiologique. C'est-à-dire qu'une femme n'est pas faite pour accoucher les quatre fers en l'air comme ça, avec une péridurale dans le dos. Normalement, on devrait accoucher de la sorte qui nous va le mieux, c'est-à-dire soit à quatre pattes, enfin, comme les animaux en fait. Donc en fait, ça veut dire qu'en tant que femme, vous êtes dans la mauvaise position pour accoucher. Déjà de base. On a le bassin qui est un peu bloqué, entre guillemets. Bon, j'ai pas les termes docteur, hein, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure des façons, surtout que si tu prends la péridurale, tu sens pas. Donc en fait, le bébé peut rester bloqué. Et puis tout simplement, des fois, ben, voilà, hein, un gros bébé ou pas, des fois ça veut rien dire en soi, mais ça peut jouer le fait de n'être pas, comment dire, dans la bonne position en réalité. Et toi, c'était un gros bébé? Pas forcément, hein. Non, il faisait 3,8 kg, Ouais. déjà pas mal, mais, Pas mal, oui. mais je pense que c'est aussi le corps de la femme, comment est-ce qu'il est fait. Et c'est dès que t'accouches qu'ils recousent? Ouais. Alors, c'est-à-dire que moi, en plus, j'ai eu un petit truc un peu relou. J'ai eu une hémorragie suite à l'accouchement. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un bout du placenta qui n'était pas décollé, donc je me vidais de mon sang un petit peu. Oh merde. J'ai perdu pas mal de sang. On est resté longtemps en salle d'accouchement, plus de 24 heures, parce que je me vidais de mon sang. Et donc, du coup, donc, j'ai eu 3 déchirures, 3 points. Donc, il a recousu. Et en fait, là, pour te dire... Quand t'as ton bébé, bon, tu calcules pas, mais oui, il te recouse là. Et en fait, moi, il m'a recousu. Mais t'anesthésie? Non, il m'a recousu comme ça. Et par contre, en fait, il a dû, alors attention, âme sensible, s'abstenir, mais aller chercher à l'intérieur de moi, du coup, le placenta qui faisait que j'avais une hémorragie. Pour le retirer? Donc ça fait très très mal. Et ça, heureusement que j'avais la péridurale, parce qu'il a pu m'injecter un produit qui quand même... me soulage. Donc aller chercher le placenta, c'était plus douloureux pour toi que la suture? Oui. Après, pour être honnête, comme bon, ça, on va y venir, mais une fois que j'ai mon bébé sur moi qui va bien, qui est en bonne santé, franchement, le reste, c'est rideau. T'oublies tout. J'oublie tout. En plus, il me montre le placenta. Il me dit, vous voulez voir, allez. Enfin, il nous fait un petit cours de SVT. C'est rigolo. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au moment où tu as ton petit Tésio posé sur toi? Est-ce que l'amour, il est là tout de suite? Est-ce qu'il était avant? Est-ce que tu découvres une nouvelle forme d'amour? Ah, mais là, pour moi, ça a été la révélation. Alors, c'est pas pareil pour toutes les femmes, il y en a pour qui c'est différent, etc. Mais pour moi, ça a été comme si je naissais une seconde fois. Ma vie, c'est horrible à dire, mais ma vie commence maintenant. Ouais, c'est abusé. Mais alors, ça veut dire peut-être que ma vie, elle n'existe pas tant que j'ai pas eu d'enfant? Peut-être que tu n'as pas encore de but dans ta vie, de sens dans ta vie. Ou c'est culpabilisant, ça? Mais non, Je plaisante. pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose Oui. qu'on entend souvent. Oui, Il y a non, mais les c'est vrai. hormones aussi. Il faut savoir que aussi, c'est très hormonal, c'est-à-dire que tu as l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de ton bébé, comme tu as aussi la production de lait qui arrive. Enfin, tout ça, c'est vraiment les hormones, quoi. Mais tu dirais qu'il y avait une Léna d'avant et une Léna d'après? Ah oui. Ah là là, oui. Ah oui. Avant, j'étais téméraire.
j'avais pas peur de, c'est bizarre à dire, mais de mourir. J'avais pas trop cette peur-là. J'étais très très téméraire, même je cherchais à faire voilà, à me faire pas du mal, hein, pas du tout, mais ça m'était égal en fait. Ça m'était égal que je me blesse, que ci, que là. Et en fait là, il y a eu vraiment un reverse en mode aujourd'hui j'ai peur pour ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas envie de mourir parce que je veux que mon bébé, tu vois, je veux garder mon bébé auprès de moi, je veux qu'il soit bien, je veux son bonheur, enfin totalement différent, totalement différente. Et une fois que tu accouches, le ventre de femme enceinte, est-ce qu'il reste même s'il n'y a plus le bébé Oui. dedans? Et pendant combien de temps? Qu'est-ce que ça fait? Comment tu le vis? C'est trop bizarre, t'as un gros bidou mais t'as rien dedans. T'as l'impression vraiment d'avoir un ballon qui dégonfle. Ça dépend les femmes, mais en fait, au bout de 2-3 jours, il va bien se ramollir, bien s'enlever en fait. Et après, vraiment, ça dépend totalement des femmes. En ce qui me concerne, moi, avant de perdre 1 kilo... Alors déjà, tu perds 10 kilos, il faut savoir. Quand tu accouches, normalement, tu perds 10 kilos. Le placenta, le bébé, tout ça, 10 kilos en moins. Oh, je suis plus légère. Mais par contre, après, moi, j'avais pris 25 kilos, pour te dire. Et mais là, c'était autre chose. On te dit qu'avec l'allaitement, par exemple, tu vas perdre du poids. Moi, ça n'a pas été le cas. Et avant de perdre un pauvre kilo, il m'a fallu 1 an. Tu l'as vécu comment? Moi, je suis du genre à n'en avoir rien à faire de ce que les gens pensent de mon physique et tout. Mais là, j'avoue que c'était des fois rude. Parce que même juste par rapport à moi et ma vision de mon corps, c'était pas facile. Voilà, c'était... je mettais des choses en XXL, je me couvrais, c'était même encore plus moche parce que ça me grossissait encore plus. Enfin voilà, c'était catastrophique. Tu portais du Balenciaga. Voilà, c'est ça. Le gros t-shirt. Pour ceux qui connaissent, c'est Oui. parce que c'est les spécialistes de l'oversize. Sur ta bio Instagram, Léna, t'écris « Apprenti maman ». Oui. Apprenti maman, ça veut dire que tu te considères comme une maman qui apprend. Bien sûr. Moi, je pense qu'on a toujours à apprendre encore et encore, à s'améliorer, entre guillemets. Et puis encore, mon fils va avoir 2 ans. Donc oui, je suis en plein apprentissage. On ne peut pas dire que voilà, je suis une maman. Non, j'apprends. Un apprenti fait des erreurs. Est-ce que toi, tu as identifié les erreurs que tu as pu faire sur ces 18 mois? Alors oui, des erreurs. C'est vrai que je trouve que... C'est pas péjoratif. Non, bien sûr. Hein. Mais j'aurais aimé, avec du recul, par exemple, alors c'est vraiment des petites choses, mais faire plus de portage. Savoir mieux porter mon bébé. Tu sais, avec les écharpes, tout ça, ça m'aurait beaucoup aidé. Ensuite, vouloir qu'il s'assoie trop tôt. C'est pas bon pour eux. Moi, j'avais peur parce que mon fils, à 6 mois, il s'asseyait pas encore très bien et on nous met une pression de dingue. Ah, ton bébé, c'est bizarre, il s'assoit pas encore. Donc, des fois, je le mettais assis, mais non, en fait, il faut vraiment les laisser aller à leur rythme. Voilà, après, il a marché assez tard. Il a marché justement à 18 mois. Et il y avait aussi cette pression, ton fils, il marche tard, c'est pas normal. Et pareil, en fait, vraiment, avec du recul, c'est pas vraiment des erreurs, mais vraiment le laisser faire comme il veut. Mais non, franchement, j'ai pas fait à part des petits regrets, mais sinon, pas d'erreurs. Quel regret? Et comme je te disais, par rapport au Ça, portage, par rapport l'accouchement, j'aurais aimé aussi faire quelque chose de peut-être plus physiologique, de peut-être me renseigner encore mieux. Voilà. Ben oui, parce qu'on ne vous laisse pas véritablement d'options, en fait, si tu vas pas chercher les informations. Et encore, tu es vu comme une marginale. C'est ça. Ouais. C'est très très mal vu, en France surtout, je trouve. C'est compliqué de se renseigner, mais c'est de mieux en mieux. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu ressens cette pression sociale aujourd'hui, maintenant que ton fils il va avoir 2 ans, d'avoir un deuxième enfant? Oui. Oui, alors la question se pose parce que déjà, de mois à mois, est-ce que je veux d'un enfant unique? Est-ce que... quand on pense tous à ça, je pense, quand je vais partir, il va être tout seul. Enfin, je sais pas, c'est un peu nul peut-être, mais peut-être lui offrir un frère, une sœur. Mais après, moi, ce dont j'ai très peur, c'est devoir du coup partager mon temps. Parce que certes, l'amour, je sais qu'il se décuple, pardon. Mais par contre, le temps, lui, il se déculpe pas. Donc, il faut pouvoir mêler les deux, pas mettre de côté un. Enfin, vraiment, pour moi, ça me fait très peur d'avoir un deuxième enfant. Mais par contre, oui, il y a une énorme pression sociale qui fait que forcément, il faut un deuxième enfant. Allez, vite. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas que ta vie de femme qui a changé en devenant maman, il y a aussi ta vie de créatrice de contenu. Est-ce que tu avais anticipé, prévu une nouvelle DA en devenant maman ou ça s'est fait naturellement?
Pas du tout. Moi, j'ai jamais, même depuis que je suis sur les réseaux, calculé quelque chose. J'aurais peut-être dû, plus. Mais du coup, c'est fait naturellement et ça a apporté un nouveau souffle, sans parler de mes abonnés ou quoi, mais un nouveau souffle pour moi, un nouveau plaisir, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les danses, les trends, c'est sympa, mais pouvoir apporter vraiment quelque chose de concret, parler de ma vie de maman, ça m'épanouit énormément. J'adore. Vraiment. T'as déclaré « Je m'en fous que mon fils porte du rose, du bleu, du jaune, du vert. Franchement, attribuer la couleur à un genre, c'est saut 2010. » J'aimerais te montrer une vision contraire pour que tu me dises si tu peux la comprendre Oui. ou tout simplement comment tu aimerais y répondre. Regarde, ça se passe là. Il s'agit d'une story de Kim Glow. Kim Glow, ok. Donc vous voyez cette casquette là pour les enfants. Donc là, elle est courage au magasin. Je dis à la vendeuse, mais pourquoi il y a toutes ces couleurs bizarres et tout simplement pas de rose pour les petites filles alors que la plupart on a des garde-robes, faut dire ce qu'il y a du rose dans les petites filles. Ça. Et elle me dit, en fait cette marque, s'ils font pas le rose tout ça, c'est pour les non-genrés. J'ai dit quoi? Là on parle d'un bébé qui vient acheter une petite casquette et eux ils font du non-genré. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi, mais d'aller mettre ça même pour des articles pour bébés, c'est des fadas, c'est des débiles. Non-genré de quoi? T'as un mec, t'as une patchole, t'es une fille, basta, ça, tu peux le tourner, monter à la lune, redescendre, faire ce que tu veux, c'est comme ça. Et ces gens, en fait, faudrait les aider. Ils ont un problème psychologique, peut-être juste mental, peut-être démoniaque, peut-être ce que tu veux, mais ces gens, faut les aider au lieu de rentrer dans leur jeu. Le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Pour toi? Ah, pas du tout. Alors non, mon Dieu, non, pas du tout. Moi, en plus, je suis une enfant je déteste ce terme, mais garçon manqué. Ah, c'est ce qu'on disait de toi. Voilà, tout le temps. Oh là là, tu joues aux jeux vidéo, mais tu peux pas faire des trucs féminins, t'aimes les Pokémon, t'aimes les dinosaures, t'aimes tout ce qui est pas... En fait, je comprends pas, c'est pas normal. En gros, t'es un garçon manqué, ça veut dire t'es né fille, mais en fait, t'es un petit garçon, quoi. C'est ça, je fais des trucs de garçon, je m'habille en jogging, donc forcément, je m'habillais pas en fille. J'ai pas de grand frère, de grande sœur, mais c'est comme ça, c'était mon caractère, en fait, tout simplement. Donc non, mon Dieu, pas du tout. Pour moi, les couleurs, c'est... Franchement, voilà, comme je disais, c'est saut 1990, quoi. Ça, c'est saut 2010. Ah ouais, franchement, j'ai rien contre elle, hein, Kim, mais ça craint ce qu'elle dit. Hein, parce que là, en plus, elle whippine tout, si je peux me permettre. Elle quoi? Elle whippine. Ça veut dire tu quoi? connais pas? Ah non. Elle confond tout. Elle whippine tout. Oui, je suis étonnée. Elle whippine tout. Ah ouais, je connais tout, pas. Kim. Oui, parce qu'en fait, il y a des... Moi, j'adore les vêtements. Parce que moi, je m'habille beaucoup chez l'homme, chez la femme. Et c'est des vêtements non genrés. On ne parle pas de personnes non genrées, là, qui se reconnaissent pas dans leur genre. Là, on parle de vêtements qui sont non genrés, c'est-à-dire qu'elles confondent tout, je pense. Elles parlent de choses qui n'ont rien à voir. On parle de couleurs, d'enfants, de vêtements non genrés. On ne parle pas de personnes non genrées. Voilà, donc je trouve que c'est limite, ces propos. Il faut qu'elle se renseigne, je pense, un petit peu plus, avec voilà, aucune prétention de ma part, mais qu'elle se renseigne un peu plus sur cette cause, ce sujet-là. T'as déclaré aussi « Je m'en fous, si mon enfant ne finit pas son assiette, je ne vais pas lui faire le chantage du dessert. C'est hors de question. Le chantage du dessert. Oh là là. Tu l'as connu? Ah bah oui. Et puis aussi ce truc de, tu sais, hein, ce cliché horrible, en Afrique, ils n'ont pas à manger, donc finis ton assiette. C'est vrai qu'on l'a tous entendu, celle-là. Oui. Ouais. C'est surtout que ça, je veux dire, les enfants, ils sont pas, c'est pas de leur faute s'il y a de la famine ailleurs, quoi. Donc moi, je trouve ça, c'est des générations entre générations, quoi. C'est culturel, hein, je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça horrible de priver l'enfant d'un dessert, parce que tout simplement, il n'a plus envie de manger ça. Nous, en tant qu'adultes, en fait, on n'est pas exemplaires, parce que nous, on n'a plus envie de manger notre riz carotte, admettons. Allez, je vais me faire un petit danette ou peu importe, un petit yaourt. On va le faire. Pourquoi un enfant, il n'aurait pas le droit? C'est-à-dire que tu dis qu'en tant que parent, oui, ou en tant qu'adulte, avec la responsabilité d'un enfant, on lui donne des conseils et des recommandations et des ordres qu'on ne suit pas. Qu'on ne suit pas. Et en fait, il n'y a aucune logique. Je veux dire... Donc on apprend le mensonge en fait à l'enfant dès le début. C'est ça, et on apprend à se forcer. Et moi, je sais que de plein de gens que je connais, ça débloque énormément de troubles du comportement alimentaire. Et je veux dire non. Je vois pas pourquoi on forcerait un enfant à finir son assiette. J'aimerais te montrer un extrait vidéo d'un autre parent. Okay. Il s'agit de PJ, Pierre-Jean, de la chaîne YouTube Bodytime. Tu connais? Ah, pourquoi tu souffles? Non, parce que j'ai vu des extraits. Regarde. Allez.
Gianni, donc le plus grand, tu sais, il avait beaucoup de mal à manger, tout ce qui était légumes et tout. Et en fait, si tu le forçais un petit peu, il se faisait vomir. Mais qui, pour moi, c'était volontaire. Tu vois, après, il était petit, hein, mais il avait 3 ans, 3 ans et demi. Mais pour moi, un enfant, faut vraiment pas sous-estimer. C'est très malin et très tôt. Et en fait, elle, Julie, à chaque fois, tu vois, s'il se mettait à vomir, bah, elle allait plus aller dans son sens. Et des fois, on a vraiment été au fight parce que moi, Gianni, il fait semblant de vomir et tout. Je dis, tu vomis, je te fais remanger ce que tu vomis. Donc, il fait en sorte de pas vomir. Donc, je me dis, tu vois, c'est un mytho. Est-ce que pour toi, c'est un caprice? Est-ce que tu réagirais de la même façon? Non, non, non. Déjà, à dire je lui refais manger son vomi, enfin, je veux dire, un enfant de 3 ans, les gens voient beaucoup les enfants comme des petites personnes machiavéliques qui prévoient des petits complots. Ça, c'est dans l'imaginaire. Je pense qu'un enfant, il y a des enfants qui ont des troubles alimentaires, donc c'est très difficile pour eux de nourrir leurs enfants. Je parle des parents, hein, donc je ne juge pas. Hein, mais encore une fois, je trouve ça très dur. Si un enfant a un problème, il faut voir pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Le forcer, je pense que ça n'arrangera rien. Au contraire, ça va développer vraiment rien de bon, quoi. Moi, je pense. Après, c'est mon humble avis. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. T'as déclaré, Léna Vivas, je m'en fous que mon enfant m'obéisse au doigt et à l'œil. Ce n'est pas un chien de travail. Je veux juste qu'il soit coopératif, qu'on ait une bonne relation et qu'il comprenne que ce que je lui dis, c'est pour son bien. C'est quoi la différence entre obéissance et coopérativité? Mais par exemple, je ne sais pas si tu es de la même... Enfin, on est de la même génération, je pense, mais tu as connu ces parents qui disaient chut, tu te tais, tu n'as rien à dire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu te lèves, tu fais ci, tu fais ça. Enfin, vraiment des ordres, quoi. Et en fait, chez l'enfant, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, hein, je parle de moi, hein, pas de mon fils, parce que mon fils est encore petit, mais on nous a jamais donné d'explication de pourquoi, du comment. C'était obéis, tais-toi. C'était vraiment, voilà, comme je dis, les chiens de travail, tu sais, un malinois que tu dis assis, couché, il pose pas de questions, il exécute. Les enfants, c'est des personnes qui ont leur propre caractère, qui ont leur propre envie, et donc du coup, des fois, ils vont dire non, tout simplement. Et en fait, c'est là où, en fait, on va pas forcer l'enfant, être violent, mais lui expliquer. Donc quand je dis coopératif, c'est qu'il y a des choses bien sûr qui sont obligatoires. Par exemple, mettre sa ceinture. Dans la voiture, mon fils, il pète les plombs. Malheureusement, je lui explique, là c'est obligatoire, c'est la sécurité, mon chéri. Je lui explique pourquoi. Par exemple, mon fils, je te dis un truc, je vais pas lui dire tais-toi et c'est fini, c'est comme ça. Ça n'arrive jamais ce genre de choses. Ou alors, tu dois mettre ce pantalon, c'est obligatoire, Non, c'est pas comme ça. On ne discute pas. Voilà, non. Il y a une discussion, c'est la coopération. Ouais, c'est coopératif. Est-ce que ça favorise des enfants rois? Alors ça, il y a un gros aussi amalgame, je pense, entre le laxisme que j'ai pu connaître, moi, en mode tu fais ce que tu veux, allez, fais ce que tu veux. Donc là, c'est pas je dirais pas des enfants rois, mais des enfants qui n'ont pas de respect, les enfants qui vont à chaque fois franchir des limites. Et en fait, c'est juste un cadre. Alors moi, quand je parle d'éducation positive bienveillante, normalement, c'est censé être l'éducation normale. Hein, je suis désolée, hein, il n'y a pas d'éducation positive, c'est dire qu'une éducation, c'est comment? Normal, banal. Non, c'est censé être celle-là, la positive, la bienveillante, en fait. On élève un enfant dans la bienveillance. Pour moi, c'est la normalité. Mais tout ça pour dire que... on disait quoi, pardon? J'ai perdu le fil. Coopérativité, oui. Ordre. Ordre, voilà. Donc non, je veux dire, pas d'ordre à recevoir. Moi, déjà, ça m'énervait. Donc non, juste là, dans la compréhension, expliquer à son enfant, et voilà. Pareil, tu parles d'un de tes voyages en avion avec ton fils, pour son premier voyage en avion. Ah, je vois que ça a été une épreuve. En fait, on va pas du tout se plaindre parce que on était en business class déjà. Donc c'est vrai que ça favorise quand même plein de choses. Ah non, pardon, son premier vol, non, c'était en éco, c'est clair. Il était tout petit, il avait 6 mois, et ouais, c'est un sacré périple. Pourquoi c'est un sacré périple? C'est angoissant, ça, pour un parent, un premier voyage en train ou en avion, hein, hors business ou first class? Oui, clairement. Oui, c'est très, très angoissant. Moi, je suis de Bordeaux, donc je viens très souvent à Paris pour le travail, et il me suit partout parce que comme j'allaite, je ne peux pas passer une nuit sans lui. Donc c'est très stressant parce qu'on appréhende surtout le regard des autres. Par exemple, les enfants, ça parle fort, ça ne sait pas forcément à cet âge-là se réguler. Leur seule façon de communiquer, c'est de pleurer, souvent, quand c'est tout petit. Donc voilà, on appréhende surtout son bien-être, finalement. Donc c'est vrai que c'était assez stressant les premières fois de pas savoir gérer une crise, d'avoir son bébé qui pleure et qu'en plus on a les regards des gens
qu'on a envie de... On entend souvent des gens qui disent mais ils devraient créer des rames la SNCF pour les parents, pour qu'ils arrêtent de nous... C'est horrible. Tu trouves? Ben, en fait, je ne juge pas parce que j'ai été cette adolescente qui en avait marre d'entendre les enfants pleurer. Tu vois, c'est normal, c'est énervant. C'est normal qu'on soit énervé, c'est humain. Tu vois, tu entends des cris, on est censé voilà, réagir comme ça. Mais encore une fois, quand tu deviens parent, tu changes d'avis. Et même avant ça, en réalité, c'est plutôt les parents qui sont dans la mauvaise position. Nous, on a juste à mettre des boules caisses, on a juste à mettre un casque. On est des grandes personnes, on est adultes. Un bébé, lui, ça sait pas, tu vois, se réguler. Ça pleure, ça a soit faim, ça a soit mal. Donc je pense qu'il faudrait être un peu plus dans la compréhension. Et c'est une forme, pour moi, de discrimination un petit peu. Si je peux me permettre, voilà, aujourd'hui je le sais avec du recul, mais les enfants, on a tous été enfants. Pour moi, refuser un enfant dans un endroit public, après voilà, qu'il y ait des hôtels, adultes only et tout, je comprends, j'entends. Oui, il y a des hôtels uniquement pour les adultes. Oui, voilà, c'est très bien, peu importe. Mais par contre, les transports en commun, c'est le terme transport en commun, donc c'est pour tout le monde. Donc en fait, si les gens ne veulent pas être dérangés par les cris d'enfants, si je peux me permettre, soit ils achètent des boules caisses, voilà, des écouteurs, ou alors ils ne prennent pas les transports en commun. Ils prennent des jets privés. Ça, voilà. C'est une petite option. Je vais te faire réagir justement à quelques commentaires qu'on peut trouver. Si en tant que parent, tu n'es pas capable de faire arrêter ton bébé de pleurer, ne prends pas l'avion. Bah, du coup, c'est horrible parce qu'il y a des gens qui... Alors déjà, chacun fait ce qu'il veut. S'ils ont envie de prendre l'avion avec leur bébé, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Moi, j'ai un bébé qui est adorable, voilà, qui pleure quand il a faim, par exemple. J'ai eu un bébé comme ça. Mais on ne peut pas prévoir la crise. Un bébé, il peut avoir mal au ventre, il peut, peu importe, il peut se passer une crise. Et bien c'est comme ça, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas prévoir. Donc ouais, je trouve ça horrible de dire ça, surtout que ça, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, je pense. Ou encore, les parents qui prennent l'avion avec leurs enfants n'ont aucun respect pour les autres passagers. J'ai un gosse qui n'arrête pas de pleurer à côté de moi et les parents sont incapables de le faire taire. Les bébés devraient être interdits dans l'avion. Waouh, alors ça, c'est l'extrême. Oh, c'est horrible, je trouve. Mais après, voilà, encore une fois, je comprends que ce soit agaçant, je l'ai vécu, hein. Mais franchement, on ne sera jamais pire que les parents qui vivent ce moment, ils ne peuvent pas calmer leur bébé il n'est pas bien, et il n'y a rien de pire que ça. Donc soyons compréhensifs à la place, proposons même, enfin c'est un peu exagéré, mais de l'aide, enfin en tout cas moi c'est ce que je ferai aujourd'hui, mais c'est horrible parce que déjà qu'ils se sentent assez mal comme ça, et qu'en plus derrière il y a des gens qui font des bruits en mode oh là 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 là, Ouais. que ça m'arrive jamais parce que je ne sais pas comment est-ce que je réagirais. Moi, je fais ça pour les gens qui toussent. Mais qui toussent pas dans leur coude. Ah oui, Ah ouais, non, là, ça... ah je comprends, Ah, je peux pas. je comprends. Voilà, je peux pas. Les microbes partout. En toute, je devrais créer un format en toute santé. En toute santé. Voilà. Mais là, on est en toute éducation. Léna Vivas, je vais te confronter à des pour ou contre. Tu vas me dire si tu es pour ou contre et pourquoi. Toujours en lien avec l'éducation. Pour ou contre le fait de dormir dans le même lit avec son enfant? Ah oui, pour, à fond. Je l'ai vu que tu le fais. Ah oui, oui, je le fais, oui. J'adore, c'est génial. Pour ou contre l'allaitement dans les espaces publics? Ah mais pour. Je sais que ça paraît dingue de poser cette question-là, Ah oui. mais en me renseignant, je me suis rendu compte que beaucoup étaient contre. Ah mais c'est des fous. Excuse-moi. Mais les gens, enfin voilà, j'ai un peu plus de compréhension de ma part, mais les gens, c'est la poitrine de la femme en permanence, hein, et plus particulièrement en France, on a voulu faire croire que c'était pas normal d'allaiter, que c'était malsain, surtout que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande jusqu'à 2 ans d'allaiter. Hein, Donc 24 mois. 24 mois, voilà. 6 mois exclusivement, bon bref. Tout ça pour dire que, ouais, ils ont une très mauvaise vision de l'allaitement. Et ça me dérange, moi, beaucoup, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, en fait. La femme, voilà, est très... En fait, c'est l'homme qui a dans sa tête un énorme zizi, si je peux me permettre, Oui, oui, oui. et qui, en fait, ne voit pas le côté, en fait, de base, les seins, ça sert à ça. Ouais, mais je trouve que c'est même culpabilisant parce qu'on entend beaucoup d'hommes dire « Ah, t'es sûr tu veux allaiter parce qu'après tu vas avoir des gants de toilette ?» Ah oui, c'est horrible. Ah, mais c'est abominable. Mais alors ça, franchement, fuyez, les filles, hein, si ça vous arrive. C'est un red flag? Ah oui, c'est un red flag énorme. Un mec qui va te dire, qui va... Enfin, je suis désolée, alors, je me permets, mais l'allaitement, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé. Si tu es prêt à dire à ta femme ça, donc à remettre en question le meilleur pour ton bébé, parce qu'elle va avoir des gants de toilette, mais c'est une catastrophe. Autant ne pas faire d'enfant, si je peux me permettre. Ou alors ce qu'on entend c'est « Ah bah prenons déjà rendez-vous chez le chirurgien esthétique !» Ah bah là, faut... Ah, c'est bon.
Si un mec est là pour ta paire de nibards, ma belle, c'est bon. Il faut... Toi, t'allaites, hein? Oui, encore. Et t'as dit d'ailleurs que tu comptais allaiter jusqu'à ce que ton petit Ezio le veuille. Voilà. Ouais. Mais ça veut dire jusqu'à quel âge? Alors l'allaitement, le sevrage naturel peut se faire entre 2 ans et 7 ans. Alors attention, quand on dit 7 ans, c'est parce qu'à 7 ans, un enfant du coup, à cet âge-là, peut encore téter, mais c'est très peu, hein, de ce que j'ai entendu, des récits que j'ai entendus. Oui, parce qu'il y a les dents. Alors déjà, mon fils a des dents. Ah bah oui. Mais en vrai, non, c'est juste que par réconfort, parce qu'à cet âge-là, il n'y a plus ce côté nutritif, mais vraiment, surtout qu'avec la maman, réconfort, Le lien. le câlin, vraiment un lien exceptionnel. Et c'est une fois par semaine, quoi, quand on parle de 7 ans. Mais voilà, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Tu pourrais aller jusqu'à 7 ans? Moi, j'irai, comme je te disais, jusqu'à ce qu'il ait envie d'arrêter. Donc si lui, il continue d'avoir cette demande d'attention, tu le feras. Je le ferai. Vraiment, voilà, je suis dévouée. Et le chéri, il partage ton avis? Eh bien oui, c'est horrible de dire ça, mais de la chance. Mais non, franchement, je l'ai bien choisi. T'es pour ou contre les punitions? Contre. Contre. Ah, totalement contre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par punition? Je sais pas, si tu continues ta crise, tu restes 1 heure enfermé dans ta chambre. Alors moi, voilà, il y a une nuance à effectuer. Alors, comme je disais, je suis apprentie maman, j'apprends tous les jours. Et ça, j'aime beaucoup. Je suis une fille sur TikTok, justement, qui aide beaucoup. Elle s'appelle Siwessa, qui explique qu'il y a une grosse différence entre la punition et la conséquence. C'est-à-dire, admettons, mon frère, hein, j'ai un petit frère, il ne va pas respecter le temps d'écran qu'il lui a alloué. Le lendemain, il aura un peu moins d'écran ou pas d'écran. Ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence à une action. À une action. C'est pas une punition en mode bête et méchante. Bon, écoute, aujourd'hui, tu nous as fait chier. Ce soir, t'as pas de télé. Admettons. D'accord. Ça, c'est pour moi, ça n'a pas de sens, si je peux me permettre, parce qu'il n'y a pas de réelle compréhension par l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas, il est puni bêtement. Donc et tu méchant. différencies en fait la conséquence à la punition. Oui, voilà. C'est Je pense intéressant. Ben oui, mais j'en apprends tous les jours, comme je te disais. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Qui est pas encore. Hein. Non. Mais est-ce que tu es pour ou contre les devoirs à la maison? Oh là là, alors me parle pas d'école. Ah, ça veut dire que tu y penses Ça déjà. me met de Tu y l'urticaire. penses déjà, elle y pense déjà. Ah non, mais Vous vraiment. y pensez déjà? Mais moi, j'ai eu un très mauvais rapport à l'école, donc pour moi, en France, du moins, après, je connais pas comment ça se passe ailleurs, mais pour moi, les devoirs à la maison, c'est abominable. C'est franchement, je vois mon frère, hein, je me suis vu moi, hein, on est là de 8h, on est debout à 6h, on rentre, il est 18h30, C'est et vrai. après, il faut faire des devoirs. Encore. là là. Pourquoi faire? En plus, je veux dire, moi, non, je suis totalement contre. Désolée. Est-ce que tu es pour ou contre, même si tu n'y es pas encore, que ton enfant se lance sur les plateformes intimes? Oh là là. Celle-là, je suis sûre que tu n'y avais pas pensé. Ouais, non, pas encore. Alors, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et tout. Et après, à 18 ans, malheureusement, je n'ai plus mon mot à dire. Donc, je ferai énormément de prévention. Mais il n'y a pas d'être pour ou contre. Mais c'est vrai que je serais attristée un petit peu parce que je trouve ça dommage. Ça cache quelque chose pour moi derrière tout ça qui n'est pas forcément toujours bon pour la personne. Il y a énormément de répercussions. Non, je serais quand même contre. Et pour dans quelques années, est-ce que tu es pour ou contre aborder des sujets dits difficiles avec ton enfant, avec ton ado prépubère? Je parle de politique, par exemple. C'est tellement important pour moi, même si je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Moi, je viens d'une famille où c'est très tabou, Ouais. où j'aurais pu faire plein de bêtises, où j'aurais pu tomber enceinte à 16 ans, où j'aurais pu ne pas me protéger. Parce que justement, rendre quelque chose aussi tabou, je trouve ça très mauvais. Et je pense qu'il faut en parler donc avec les bons mots, avec le bon âge. C'est très, très important parce qu'on croit dans notre imaginaire que la sexualité, ça commence qu'à 18 ans ou alors à 15 ans, voilà, la majorité. Mais en fait, il faut parler, alors adapté à chaque âge, mais que voilà, ton corps, c'est ton corps. Et après, oui, faire de la prévention sur le préservatif, parler des IST, donc là, plus tard. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette conversation-là. Je trouve ça hyper important, je me fais un point d'honneur parce que en fait, ça peut ouvrir la porte à n'importe quoi. Et enfin, tu es pour ou contre donner des tablettes à ton enfant pour qu'il te laisse tranquille? Alors ça, je ne juge pas. Mais moi, je suis une enfant écran. J'ai mon frère qui est un enfant écran. Je vois les dégâts que ça fait sur moi, sur mon frère. Et tout est bien avec un cadre, mais le plus tard possible. Les écrans, alors moi, j'ai pas de problème avec les écrans partagés. Tu vois, la télé, par exemple. Bon, pas d'écran à 23 ans, on essaye de s'y tenir. Mais les écrans, les tablettes, pour moi, c'est très dangereux. C'est très dangereux et
ça peut créer vraiment de problèmes. Des gros Pourquoi problèmes. c'est très dangereux? Parce que déjà, on peut, alors même s'il y a un contrôle parental, ça crée une forte dépendance. Il n'y a pas de partage, donc on ne peut pas partager avec ses parents. C'est vraiment l'enfant et lui tout seul, quoi. Une addiction, des conflits avec les parents, beaucoup de conflits, et des énervements. Et forcément devoir gérer l'enfant, qu'est-ce qu'il fait sur la tablette, les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux. Enfin, pour moi, je ne suis pas du tout pour les écrans intimes, enfin, comment dire, pas partagés, quoi. Les écrans privés. Voilà, les écrans privés, quoi. La relation écran-enfant. Voilà, écran-enfant, c'est compliqué, mais c'est dur à gérer aussi parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut vivre avec son temps. Et il y a beaucoup d'enfants qui, malheureusement, ont des tablettes, malheureusement. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais encore une fois, c'est dur quand tu as un enfant qui, lui, est le seul de sa classe à pas avoir de tablette, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Et pourtant, pour moi, c'est très dangereux et les enfants devraient être vraiment loin des réseaux avant un petit bout de temps quand même. Et enfin, pour conclure cette interview en toute éducation, Léna Vivas, Oui. j'ai 2 extraits vidéo à te montrer. Allez, Elle a peur parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qu'il va me montrer? Je vais devoir réagir à quoi? Alors le premier, aïe. moi, m'a surpris. La Ok. première fois que je l'ai découvert, ton avis m'intéresse. Je suis persuadée que tu l'as vu sur les réseaux. Ok. Regarde, c'est le phénomène des bébés reborn. Sortie entre maman de Reborn. Bon, aujourd'hui, on a voulu aller autour de bébé, mais finalement, il allait fermer. Donc, on a été à Carrefour chercher du lait. Après, on a été voir vite fait les peluches et les habits à Carrefour parce qu'ils sont beaucoup trop mignons. On a été changer les loulous. Et après, du coup, on a été à côté de l'homme. On a quand même été voir à autour de bébé, mais je vous dis, c'était vide. Voici la chambre du bébé reborn que vous voyez sur mes vidéos. Avec de vrais vêtements, un vrai dressing. Je lui ai mis un mur en papier peint terracotta avec des paillettes, tout ce qu'elle mérite. La déco murale de mon bébé reborn, ainsi que le lit à barreaux. Voici. On part direction les urgences à l'hôpital parce que il y a de la fièvre toute la nuit et là ça va pas mieux, donc on se rend plus vite aux urgences. Donc voilà, ici on est obligé d'attendre ici. Tu l'as vu ce phénomène exploser sur les réseaux? oh, oui, oui, oui. T'en as pensé quoi? Alors moi déjà, je suis beaucoup dans la compréhension et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des bébés reborn parce que soit elles peuvent pas avoir d'enfants, soit elles ont perdu leur enfant, bon peu importe. Et là j'étais vraiment dans la compréhension et je trouvais ça très très bien. Bon là, la dernière vidéo qu'on voit, les urgences, c'est Oui. assez catastrophique. Bon je Ouais. sais pas si c'est un prank ou quoi, mais non, ça craint. Je veux dire prendre une place d'une personne qui est peut-être en danger, enfin peu importe, qui est en urgence, là ça devient un petit peu excessif, un petit peu dans l'extrême. Voilà, après... Mais acheter des vêtements, faire une chambre pour un bébé qui est une poupée? Oui, c'est très bien fait, hein. T'as vu les... Ouais, c'est impressionnant. C'est même. impressionnant, hein. C'est très réaliste. Comme je te disais, si c'est des personnes qui ne sont pas très bien vis-à-vis de ce qu'elles ont vécu, moi, ça m'est égal. Franchement, elles font ce qu'elles veulent. Elles font de mal à personne en soi. Par contre, quand elles vont, je sais, dans des parcs ou je ne sais quoi, c'est un petit peu délicat et surtout aux urgences, ça, c'est pas bien. Ah ouais, urgence, je suis d'accord. Ah non, c'est cata. Mais en fait, on a l'impression que c'est un kiff en fait. Ouais, alors il y en a, ouais, complètement. Ah ouais, c'est une vraie... comment dire, des femmes qui se regroupent entre elles, en plus, entre bébé reborn, balade... On avait bien des Tamagotchi. Hein. On donnait à manger à des dinosaures qui avaient 4 lignes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est vrai quand même quand T'en on y penses quoi, pense. toi? De ça, Ouais. alors moi, urgence, ça me choque. Oui, Voilà. c'est Et j'espère que c'est un prank, mais ça n'a pas l'air. Voilà. Elle y était. Mais ça me choque. Le reste, je me dis, bon, bah, c'est un kiff. Et après, on connaît pas l'histoire de vie Non, bien de sûr. ces personnes-là, les traumatismes ou autres. Complètement. Après, ce qui peut être dangereux, c'est de faire un transfert Ah oui, oui. sur oui, quelque oui. chose qui n'existe pas. Et dans ce cas-là, je conseillerais éventuellement de parler à un professionnel. Ah, mais tout à fait, t'as tout à fait raison. Voilà. C'est vrai. Et dernière vidéo, alors, qui n'a rien à voir avec l'éducation, mais c'est plus de l'actualité, je voulais t'en Oui. montrer. Quoique ça pourrait avoir un lien avec l'éducation et la dépendance au smartphone. Oh oui. Tu as acheté l'iPhone 17, Léna Vivas. Regarde. Désolée. J'ai acheté l'iPhone 17 Pro Max 2 Tera. Écoutez-moi bien, cette petite machine à plus de 2400 €, ose, mais juste ose, émettre un message. Stockage saturé. Je le broie.
Littéralement. Il te le mettra le message en plus. Oh bah oui. Oui, il te le mettra le message. Tu parce le que- sais, toi. Mais même si on achète 1 Tera ou 2 Tera, en fait c'est iCloud. Oui, iCloud, mais iCloud, j'ai 2 Tera déjà. Ah, c'est cher l'abonnement. Mais oui, mais bon, pas le choix. Bah oui, Avec, pas le choix. 90 000 Enfin, vidéos. Est-ce qu'on n'a pas le choix que de l'acheter cet iPhone 17? Si, on a totalement le choix. Ah si, et moi je reconnais que, mea culpa, c'est de la surconsommation. Mais il faut aussi dire que nous, les influenceurs, nous sommes des purs produits de surconsommation. Hein, faut l'avouer, on reçoit beaucoup de skincare, make-up, tout ça. Bref, je comprends l'énervement. Les gens sont énervés en France actuellement. Tu le savais que ça allait générer des vives Non, critiques? Non. Ah. Parce que justement, c'est vrai que j'ai du mal, parce que les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, dans le sens où j'ai jamais trop fait d'unboxing, c'était cette année, parce que vraiment je le trouvais différent, orange. Bref, moi je suis fan d'Apple, comme je le dis, je le reconnais. T'es une Apple Beach. Ah, je suis une Apple bitch. Mais ça, tu sais, ma surconsommation de téléphone, c'est bien avant la création de contenu. Hein. J'ai toujours voulu avoir le dernier téléphone. Tu sais, quand je gagnais 800 € par mois, je le prenais en 12 fois sans frais. Ça peut paraître ridicule, mais je l'ai fait. Tu vois. Je l'ai fait aussi pour des sacs. Oh oui. Je te comprends. Je faisais des crédits Coffee 10 et Coffee Noga. À Galerie Lafayette. Hein? À Galerie Lafayette. Oui. Ah ouais, j'ai connu. Le truc que tu rembourses jamais. Tellement ça continue tout le temps en fait. Mais du coup, je comprends l'énervement. Il y a des combats qui sont très importants derrière tout ça. Oui. Mais encore une fois, je trouve ça dommage de me prêter des choses que je n'ai pas dit, par exemple, comme si moi, j'ai fait la morale aux gens par rapport à la surconsommation. Mais jamais de la vie. Je te le disais tout à l'heure, je suis fan de sneakers, j'ai 100 paires de chaussures. Justement, je revois ma manière de consommer. Aujourd'hui, c'est hyper important. Je n'achète plus une paire tous les mois. Non, je fais attention, enfin, plus attention, je ne suis pas parfaite. Et mea culpa, encore une fois, je comprends cet énervement. Après, il y a quelque chose qui me fait mal. C'est derrière tout ça, en fait, cette méchanceté. Parce que ça ouvre la porte à ton contenu. C'est de la que tu fais de toute façon, c'est la culture du vide. Enfin, tout ce truc, en fait, que je ne pense pas mériter. Et que tu ne mérites pas et que même un unboxing d'iPhone 17 ne justifie pas. Non, tu as raison. Faut se le dire. Ouais. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, je comprends le contexte actuel. Même, ça peut paraître très onéreux. 2400 €, bon, il faut savoir que c'est parce que c'est le 2 Tera. Hein, ça commence à 1400 € de base. Voilà, moi, encore une fois, loin de moi l'envie de me justifier, mais j'avais le 500 Go et les gens ne comprennent pas que même si tu as 2 Tera sur iCloud, par exemple, ben, ça te met quand même stockage saturé car le téléphone n'en peut plus. Et que ça reste néanmoins mon travail. Et les gens en profitent pour ironiser autour de ça et se foutre un petit peu de notre tête. Mais c'est vrai, ça reste notre travail. Et mon 16 Pro Max me servira dans tous les cas après, quoi. Donc bon. Tu le donneras à bébé. Oh mon Dieu. Non, Je le lèguerai. Je plaisante. Léna Vivas, merci. Hein. Eh ben, avec plaisir, merci à toi. T'es pétillante comme tout. Ça fait plaisir. Ah vraiment, j'adore. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est lena.vivas. Ton compte TikTok, c'est lena.vivas. De toute façon, on tape Léna Vivas. On te retrouve de partout. Avec plaisir pour te recevoir à nouveau et papoter sur d'autres sujets. Ben, moi Mais là, aussi. je trouvais pertinent et intéressant, au vu de ton contenu, de faire une interview en toute éducation. T'as raison. D'ailleurs, vous nous dites à la maison ce que vous avez pensé de cette interview, des déclarations, de la façon de voir l'éducation. Vous le faites avec respect et bienveillance, hein, bien évidemment, de Oui. Léna Vivas. Et on se retrouve bientôt avec une nouvelle maman, un nouveau papa, aussi pour parler éducation en toute éducation. Prenez soin de vous. Bye bye.